Louis Ferraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes également sénateur de la capitale. On va commencer par une actualité sociale, c'est la plus fraîche, celle de la nuit, l'échec du conclave sur les retraites, avec cette déclaration du Premier ministre ce matin. Il veut que ça continue, il va faire venir les partenaires sociaux à Matignon. Il trouve qu'on a frôlé l'accord de près et qu'il ne faut pas le laisser tomber. Il a raison de continuer. Avec François Bayrou, c'est toujours gagner du temps pour ne rien faire. Donc, il a raison de ne pas s'arrêter à un échec. Enfin, le conclave, il a déjà été reporté, je crois, plusieurs fois. Il devait se finir fin mai, oui. Il devait se finir fin mai. C'est clairement le patronat qui ne fait pas les efforts nécessaires, y compris pour qu'un syndicat comme la CFDT puisse constater des avancées. Qu'a-t-il fait dans la discussion pour pousser justement le patronat à accepter des compromis, à accepter des avancées sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur le travail des femmes. Donc, c'est toujours remettre à plus tard avec François Bayrou, mais en même temps, tant qu'il y a des progrès sociaux possibles, il faut essayer de les arracher. Est-ce qu'il faut passer au Parlement et transmettre le relais aux élus de la République ? Mais c'est ce que nous avons toujours dit. Le fait que ce conclave sur les retraites ait lieu, cette négociation sur les retraites ait lieu, c'était une des conditions de la non-censure au mois de février. À l'Assemblée nationale, moi je suis sénateur, je ne suis pas député. Et donc, le fait que ça revienne au Parlement, où clairement il n'y a pas une majorité pour confirmer la réforme des retraites, oui, bien sûr que c'est la règle. C'est d'ailleurs pour ça que François Bayrou veut continuer. C'est pour que ça ne revienne pas au Parlement et de ne pas prendre le risque d'être censuré. En termes de méthode de gouvernement, c'est quand même extrêmement étrange. Et en fait, le temps passe, et le gouvernement ne fait rien ou presque. La France Insoumise va déposer une motion de censure. Le PS y réfléchit aussi, il n'est pas certain. Si vous étiez député, vous diriez à vos camarades PS, on y va ? On dépose une motion ? Mais je ne suis pas député, je ne veux pas répondre à leur place. Ça s'inscrit dans un contexte. Ce contexte, c'est celui de la réforme des retraites, bien sûr, mais c'est aussi celui de la préparation du budget. C'est à eux d'apprécier le meilleur moment pour une éventuelle motion de censure. Une motion de censure, c'est pas un but en soi, c'est un moyen. Donc, je pense que ça nécessite une discussion politique, à la fois du groupe socialiste et puis de l'ensemble des socialistes. L'autre actualité de la nuit, c'est le cessez-le-feu promis par Trump hier soir tard, qui n'est pas vraiment entré en vigueur cette nuit ce matin. Téhéran dément toute idée de cessez-le-feu. Est-ce que le président américain nous emmène dans une surenchère incontrôlée ou est-ce qu'au contraire, il est en train de faire la différence ? Militairement, les États-Unis font la différence. Ensuite, il a annoncé un cessez-le-feu qui, visiblement, ce matin n'est pas respecté par l'Iran, même si la riposte iranienne semble aujourd'hui maîtrisée, en tout cas ne pas entraîner forcément un engrenage. Enfin, tout ça, la situation est extrêmement fragile, extrêmement inquiétante, extrêmement dangereuse. Donc, je ne sais pas ce qui se passera dans les heures et les jours prochains, mais il faut espérer que des frappes sur les sites, en particulier nucléaires iraniens, n'entraînent pas une déflagration dans l'ensemble de la région, bien sûr, sans oublier l'ensemble des questions qui restent en suspens. Quelle voie politique, quelle issue politique à cette situation, personne ne la voit aujourd'hui. C'est ça qui doit nous inquiéter. Les frappes n'ont aucune légalité, c'est ce que répète le gouvernement français, le président français. C'est votre analyse aussi ou Emmanuel Macron est à côté de la plaque ? Et c'est un fait qu'elles n'ont aucune légalité. Mais enfin, le régime des Mollahs non plus ne respecte pas le droit international. Donc, l'impuissance de la communauté internationale, de l'ONU à établir des règles, à faire en sorte qu'ils soient respectés par l'ensemble des acteurs, c'est évidemment une source d'inquiétude et ça contribue à l'impasse dans laquelle nous sommes. Et le fait il n'y a plus de droit international. Exact. En tout cas, il y en a un, mais il n'est plus respecté. Et le fait que Donald Trump soit très imprévisible et en fasse même une marque de fabrique, rend les choses extrêmement compliquées, bien sûr. On a l'impression que l'Union européenne, que la France notamment, sont marginalisées dans cette affaire. Trump l'a dit d'ailleurs, on n'a pas besoin des Européens. C'est pas une impression, c'est une réalité. Mais moi, je ne veux pas accabler l'Europe, ni la France dans cette situation. Que l'Europe ne soit pas une puissance politique unie par rapport aux questions du Moyen-Orient, c'est un fait. Que la puissance militaire de l'Europe ne soit pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, c'est un fait. Mais je constate aussi que ces derniers mois, le désengagement américain dans le soutien à l'Ukraine a été très largement compensé par un engagement plus fort de l'Europe, notamment dans le soutien militaire. Donc je ne veux pas dévaloriser l'Europe. Cette situation montre l'exigence de la montée en puissance d'une Europe militaire, politique, diplomatique.
On a vu dans les manifestations pour Gaza, pour la Palestine, les drapeaux iraniens et palestiniens être allègrement mélangés. Ça jette un trouble quand même sur ces manifestants. Mais je n'ai pas participé à ces manifestations. Non. Et le fait qu'on puisse manifester en agitant les drapeaux du régime théocratique, dictatorial, criminel iranien, ça ne peut rien avoir, ça n'a rien à voir avec les valeurs de la gauche. C'est même absolument incompatible. Et il faut le dire clairement, je le dis clairement. Et je n'aurais pas participé à ces manifestations. Lundi ou mardi, s'il y a un deuxième tour, on saura qui est le candidat du Parti Socialiste pour la mairie de Paris en 2026 pour succéder à Anne Hidalgo. Combien de militants vont finalement participer à ce vote ? Environ 3000 peuvent participer à ce vote. Il faut être à la fois adhérent du Parti Socialiste depuis le 3 octobre dernier ou avant, et ensuite être inscrit sur les listes électorales parisiennes. C'est une démocratie où les règles sont respectées au Parti Socialiste parisien. Il y a eu au dernier congrès, c'est très récent, du Parti Socialiste, je crois environ 1800 votants à Paris, et je pense que nous aurons un nombre de votants du même ordre. Oui, voire supérieur, parce que là, maintenant, c'est concret, ça y est, on y est. Mais le congrès, c'était aussi concret. Je pense que ce sera du même ordre. Le congrès et son résultat vont influer sur ce qui va se passer à la primaire. Vous n'étiez pas, vous, derrière Olivier Faure. Est-ce que ça peut vous nuire, le fait qu'il ait sauvé de justesse son siège ? Le congrès va influer, mais à Paris, Nicolas Maillard-Rossignol a remporté un peu plus de 54% des voix. Et en même temps, les choses ne sont pas figées parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc... des soutiens d'Olivier Faure ou de Boris Vallaud soutiennent ma candidature et je me situe dans un cadre très clair au sein du Parti Socialiste. J'ai soutenu Nicolas Maillard-Rossignol, sa démarche politique et les municipales. Dans les municipales, moi je vise à rassembler tous les socialistes parisiens. Alors il y a eu un sondage ce week-end, alors c'est un sondage sur la totalité de Paris, ça ne correspond pas complètement à la réalité électorale, mais ce sondage il est un peu inquiétant pour le PS. On voit les autres candidats de gauche, David Belliard, Sophia Chikirou, faire des bons scores. On a l'impression que le PS est passé au second plan parce qu'il n'a pas encore son candidat. C'est votre sentiment ? Non. D'abord, il y a eu d'autres sondages juste avant qui disaient le contraire, mais qui disent aussi que la gauche est majoritaire. Et puis, en effet, l'investiture va donner de la force aux candidats investis. À moi-même, si les militants socialistes me font confiance. Et la transmission par Anne Hidalgo, le rassemblement des maires d'arrondissement, c'est ça qui compte, c'est ça qui pèse. Et je pense que ce sera bien un socialiste qui rassemblera la gauche parisienne. Et qui la rassemblera toute, ou bien avec LFI, il n'y a vraiment plus aucun espoir ? Mais c'est même pas une question d'espoir. Moi, j'ai dit dès le départ, c'est sans LFI. Et c'est sans condition, sans exception. C'est une question de valeur. C'est une question de conception de la politique. C'est une question de vision de Paris. Ce que défend LFI, Sophia Chikirou, ça n'est pas compatible avec notre vision des valeurs de Paris, avec notre volonté de défendre une société républicaine, les droits humains, sans jamais rien concéder au populisme, au communautarisme. Il y a cette tentation réelle d'organiser un Paris communautariste chez LFI ? Mais vous le voyez dans les arrondissements où ils sont puissants. Pas seulement à Paris, dans leur campagne, et leur populisme, leur brutalisation du débat politique. Moi, je veux faire campagne contre la droite, surtout si c'est la droite de Rachida Dati. Mais pour ça, être solide sur nos valeurs et avoir été très clair dès le départ. Je ne veux pas avoir LFI sur le porte-bagages. En revanche, avec les écologistes, tout sera possible pour une union des gauches. Et même dès le premier tour. Vous le pensez vraiment dès le premier tour ? Oui, parce que nous avons une vision de la ville et aussi une conduite de la politique parisienne depuis 25 ans commune qui rend possible cette union dès le premier tour. Nous sommes beaucoup plus écologistes que nous l'étions il y a 20 ans, je parle de nous les socialistes. Et les Verts ont aussi beaucoup progressé, se sont rapprochés de notre vision de la ville. Donc je sais que c'est possible. Et puis ensuite, on a aussi gagné 4 fois en partant séparés au premier tour et en se réunissant au deuxième. C'est pas rédhibitoire, oui. C'est pas rédhibitoire, c'est pas une injonction. Voilà. Mais je pense qu'on peut faire autrement que de se compter chacun au premier tour et de porter une union dès le premier tour. Alors on n'a pas encore le cadre de cette élection municipale parce que ce matin, aujourd'hui, va se réunir la fameuse commission mixte paritaire des sénateurs, des députés pour voir si on change la fameuse loi Paris-Lyon-Marseille. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre passer à une seule élection sur l'ensemble de Paris pour le maire ? Je suis contre le fait de réformer le mode de scrutin. Vous le dites vous-même, ce matin,
il va y avoir une commission mixte paritaire. Nous ne savons pas, à l'heure où nous parlons, quel va être le mode de scrutin l'année prochaine. C'est trop tard, il faut garder les règles et puis changer pour plus tard peut-être. Et qui veut le changer? Renaissance, le MoDem, LFI et le RN. C'est une alliance assez baroque. Ça, c'est à Paris. Si vous allez à Marseille, vous n'aurez pas les mêmes alliances pour ou contre le changement. Oui, mais là, on est au Parlement. Et la proposition de loi elle a été faite par un député macroniste parisien qui Sylvain ne pense Maillard qu'à Paris et qui veut faciliter la tâche de Rachida Dati en lui permettant de contourner les maires d'arrondissement LR et de compenser l'absence d'implantation des macronistes dans les arrondissements en général. On ne fait pas un changement de mode de scrutin à moins d'1 an de l'élection pour le bénéfice d'un seul ou d'une seule candidate. Ça n'est pas une pratique démocratique. Et le Sénat s'est prononcé à plus des 2/3 contre. C'est la Chambre des territoires, il s'agit d'un scrutin local. Ça n'est pas un problème droite-gauche, c'est un problème de conception de la démocratie locale. Et le Conseil de Paris a toujours été élu par arrondissement, voire par quartier. Il n'a jamais été élu sur une liste unique. Alors vous évoquez Rachida Dati, il y a les affaires judiciaires, il y a son style, on l'a vu face à Patrick Cohen il y a quelques temps. Ça va pas être simple d'affronter une adversaire comme elle, redoutable. Ça va pas être simple, mais ça va pas être simple pour elle non plus. Pourquoi? Parce que la place de Rachida Dati, dans une démocratie normale, n'est ni au gouvernement, ni dans l'élection municipale parisienne. Elle est devant les tribunaux de la République. Elle doit rendre compte Elle doit rendre compte. Et les Parisiens ont le droit d'avoir justement de la transparence. C'est-à-dire présomption d'innocence. D'accord ? Enfin, on ne peut pas faire toute une campagne sur la présomption d'innocence. Il y a aussi des révélations qui sont accablantes dans la presse. Les contrats, les fameux bijoux de Libération. Donc, on est vraiment... lorsque Rachida Dati répond à votre confrère Patrick Cohen en l'attaquant lui-même, on est vraiment dans un trumpisme absolu. C'est-à-dire, on ne répond pas aux questions, on attaque directement la presse pour la décrédibiliser. C'est grave en fait. Mais je sais aussi que ça ne correspond pas aux attentes des Parisiens. Moi, je ne suis pas sûr que Rachida Dati sera la candidate de la droite l'année prochaine. Vous pensez qu'il y aura un autre adversaire? Oui. Pierre-Yves Bournazel a déjà annoncé sa candidature. Il est à la traîne dans les sondages, mais il est candidat en effet pour Horizon. Oui, d'accord, mais ce n'est pas les sondages qui font l'élection. Non, ce sont les Parisiens. Et je le redis, je pense que la place de Rachida Dati n'est pas au gouvernement ni dans cette élection, elle est devant les tribunaux. Eh bien, dans une semaine, nous serons fixés pour le candidat PS, Rémi Féraud, Emmanuel Grégoire ou Marion Valère. Il y a trois candidats, dont une candidate. Ça aurait été une belle campagne. Rémi Féraud, merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe. Rendez-vous demain matin à 7h45. Votre invité sera Alexandre Ouizil, sénateur PS de l'Oise.